Aujourd'hui, nous recevons Guylain de Kervillers, dirigeant d'Integratom. Cette medtech a développé un jumeau numérique qui permet de cartographier le corps, d'anticiper le risque de développer des pathologies à 5 ans et même de proposer des recommandations d'action ultra précises. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. On va disséquer la technologie, décortiquer les cas d'usage. Guylain, bienvenue dans Tech Anatomy. Bonjour. Vous parlez de médecine algorithmique préventive de précision. C'est un terme compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire très simplement ? Donc je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui on prend un homme de 54 ans avec un taux de PSA normal, donc à 2,5, il va avoir 3% d'avoir un risque de cancer de la prostate. Si cette même personne, on creuse un petit peu et on voit qu'il a des antécédents familiaux, le risque va monter à 6%. On peut même aller plus loin, dire est-ce qu'il a eu des frères et sœurs ? Est-ce que les frères, par exemple, ont eu aussi des cancers de la prostate ? Mais si on se limite à ces 6%, derrière on peut poser une dernière question de dire est-ce que cette personne est obèse ? En cas d'obésité, le taux de PSA est moins fiable, donc le risque va monter à 5%. Et la question derrière, c'est si cet homme qui, sur le principe, n'a pas de risque de cancer de la prostate, on lui pose ces deux questions supplémentaires, en fait, on va arriver à un risque à 11%, qui potentiellement va déclencher un rendez-vous chez un spécialiste, un urologue, pour aller faire des tests complémentaires. Cette même personne, si elle améliore sa condition physique et elle change son alimentation, sur les 5 prochaines années, le risque va descendre à 8%. Ici, ce que vous voyez, ce sont des chiffres qui sont de la donnée de santé. Donc, on n'a rien inventé. On a juste cumulé ces chiffres, les intégrés dans des algorithmes pour définir quel est le profil du patient et donc sur 5 ans, quelles sont les recommandations intéressantes pour le patient pour améliorer sa condition physique et donc faire baisser son taux de risque de cancer de la prostate. Quand on a préparé cet échange, vous m'avez parlé, et je cite parce que c'est très technique, d'une machine algorithmique basée sur des réseaux bayésiens ou des nœuds qui cartographient 57 pathologies chroniques. J'avais hâte de vous recevoir aujourd'hui pour vous demander ce que ça veut dire. Alors en fait, on a différents nœuds. En fait, il y a des nœuds qui sont, comme je vous l'expliquais, qui sont des facteurs ou des tests, et ensuite il y a des nœuds qui sont des pathologies. Et en fait, entre ces facteurs et ces tests et ces pathologies, il y a des liens causaux. Donc c'est une explication causale où on va pouvoir expliquer sur 1 an et sur 5 ans. Et ces liens causaux vont être alimentés, et on y reviendra sûrement, alimentés par des sources d'informations publiques qui sont disponibles. Quand je vous dis tout à l'heure 3% d'avoir un risque de cancer de la prostate pour un PSA à 2,5, on n'a rien inventé. Ce sont les sociétés savantes, ce sont les données de santé qui sont disponibles au grand public. C'est pas Integratome qui va sortir les 3% et c'est pas Integratome qui va non plus sortir les 11%. Tout ça, ce sont des informations qui sont disponibles au public. L'intérêt, c'est pouvoir de faire ces nœuds et ces facteurs sur 57 pathologies. Donc en fait, on connaît tous un petit peu le mind map, vous savez, les prises de notes, etc. En fait, c'est un énorme mind map qu'on a créé où ces nœuds sont connectés avec ces facteurs et les liens causaux vont pour le coup être alimentés avec des sources d'informations de données publiques. Donc c'est ce qui s'appelle des réseaux bayésiens, des réseaux probabilistes en fait. Donc si on explique ça à un non-spécialiste, c'est comme vous le dites, c'est des mind maps où on a tout un tas de facteurs et ensuite avec les conséquences quelque part que ça peut donner, on fait le lien entre tous ces éléments. Nous on aime comparer ça avec une cartographie de GPS quelque part. C'est-à-dire en fait il y a la cartographie qui est ce qu'elle est et ensuite il y a tous les facteurs derrière qui vont changer votre route. Un Waze par exemple, il va dire attention il y a des bouchons, il faut aller plutôt à gauche. Attention il y a la route est fermée, il faut aller à droite, etc. Et en fait nous ce qu'on a fait c'est on a tout simplement créé cette grosse cartographie de GPS sur les 57 pathologies, cette cartographie du corps humain, donc ce sont majoritairement des pathologies chroniques, et ensuite les changements de route, les changements de direction, ils vont être alimentés en fonction des informations du patient, donc ça c'est là où on revient sur votre question précédente sur la médecine de précision, c'est-à-dire qu'en fait tout va être contextualisé dans le contexte du patient, premièrement, et ensuite on va alimenter ça avec des informations, des sources externes, des informations qui sont les informations, ce que nous on appelle les données savantes. C'est-à-dire que ces données savantes vont alimenter et actualiser en permanence ces informations. Donc c'est comme une cartographie de GPS quelque part, où le patient il est au volant de sa voiture et en fonction des orientations, on va pouvoir lui dire quelle route il faut prendre. Et donc justement, parlons de ces sources d'informations. Où est-ce que vous allez les chercher ? Comment vous les sélectionnez ? Alors, on utilise pour ces sources d'informations, on utilise de l'IA générative. On utilise 4 modèles d'IA générative
pour ne pas être dépendant d'un seul modèle et d'une seule source d'information. Donc, en toute transparence, on utilise les 4 plus gros que tout le monde connaît. Et en fait, cette IA générative, c'est ce qu'on appelle de l'élicitation de connaissances, c'est-à-dire qu'elle va être ciblée, elle va aller chercher les informations qu'on lui demande dans un domaine précis pour alimenter une connexion entre nœuds très précise. Et cette IA générative, elle est ciblée, contrôlée, et l'information qui rentre a un double verrou, elle est validée par notre direction médicale et ensuite validée par notre comité scientifique. Et ça, c'est important parce qu'on est en alignement complet avec toutes les discussions aujourd'hui sur l'utilisation de l'IA générative en santé. La Haute Autorité de Santé a fait un excellent document de fin octobre sur l'utilisation de l'IA en santé. Il y a l'IA Act, etc. Et en fait, nous, l'IA, on va l'utiliser uniquement pour aller trier, filtrer, chercher les informations que l'on veut déjà, que l'on souhaite, pour alimenter une modélisation médicale. Donc on est vraiment sur l'IA ne va pas donner un risque, on ne produit pas de risque, on ne produit pas d'algorithme. L'IA va alimenter nos modèles avec des sources d'informations externes. Et sur le principe, c'est là où nous, l'utilisation de l'IA, c'est que ce que l'IA va nous amener, j'ai tendance à vous dire, n'importe quel médecin peut le trouver. Par contre, on va l'amener en l'intégrant dans les réseaux bayésiens, dans une cartographie et sur 57 pathologies. Donc c'est là où la valeur ajoutée, c'est vraiment de tout ce croisement d'informations et cette complexité des 57 pathologies, alors on est maintenant à 60, qui est pertinente. Alors, j'imagine que ceux qui nous écoutent se représentent l'IA générative comme un chatbot à qui on pose des questions, qui nous répond. Dans votre contexte, pourquoi avoir choisi une IA générative pour venir alimenter ces réseaux ? À quoi ça sert ? Pourquoi ce choix-là ? Alors, ce sont des prompts qui sont faits par nos médecins. Et en fait, l'avantage de l'IA générative, c'est qu'aujourd'hui, on a, selon PubMed, il y a 1,5 million de nouvelles sources médicales, de nouvelles informations médicales qui sont publiées chaque année. Statistiquement, on peut dire que 250 000 sont fausses. On est dans la probabilité statistique. Mais donc, ça veut dire que derrière, il faut quand même s'actualiser en permanence. Il faut aller chercher les informations les plus récentes et il faut nous aider à trier ces informations. Donc, l'IA, elle est à la demande des médecins et revalidée par le médecin. Donc, c'est juste une aide de source d'informations pour les médecins qui, et j'insiste beaucoup, est ciblée et validée par le corps médical. Et comment vous maîtrisez où est-ce que l'IA va chercher l'information ? Alors, généralement, selon les questions que l'on pose, on va surtout aller chercher dans les sources de données publiques. Donc, en France, on a le SNDS, par exemple, qui est très fourni. Donc, généralement, on va beaucoup aller chercher là. Il y a un cas. Et ensuite, on va aller chercher dans toutes les données en fonction aussi des pays. Il y a des spécificités en fonction des pays parce qu'on peut intégrer aussi toutes les relations ethniques, les profils des patients, parce que on a aussi une partie génétique qui est intégrée. Alors, en France, on est très prudent compte tenu de la législation, mais c'est des sujets sur lesquels le professeur Cusno a fait beaucoup de génétique aussi, donc on travaille aussi sur cette partie-là. Mais on peut s'adapter. Aujourd'hui, on est en discussion avec des sociétés au Japon, et typiquement au Japon, c'est le NDB, c'est la société nationale au Japon de tout ce qui est information de santé sur les risques des assurances, où on va aller chercher les informations pour la population japonaise. Donc à chaque fois, on va aller cibler les sources aussi, mais l'information utilisée par l'IA générative, elle va être, j'insiste beaucoup, je suis désolé, je me répète, mais c'est ciblé et c'est revalidé par le consensus médical. Donc, il n'y a pas de résultat d'IA qui arrive directement dans la plateforme. C'est un outil opérationnel pour Integratome. C'est pas de l'IA mise à disposition des médecins, c'est un outil pour nous, pour alimenter la plateforme. Et ça, c'est important de le souligner. Vous avez un comité scientifique de 10 médecins, si j'ai bien noté. 11 médecins voilà. Maintenant. Quel est ce processus justement de validation pour s'assurer de l'information, la qualité de l'information qui est utilisée dans cette cartographie ? Alors le comité scientifique est très important pour nous et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir 11 médecins, donc 6 professeurs en médecine qui sont dans notre comité scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce comité scientifique, déjà, il a vocation à grandir. C'est-à-dire que typiquement, je vous parlais tout à l'heure du Japon ou d'autres pays. Nous, on n'a aucun souci et on le souhaite d'ailleurs intégrer, si demain on va dans un pays, d'intégrer les médecins du pays
dans notre comité scientifique. On souhaite avoir cette intégration pour élargir le niveau de connaissance. Le comité scientifique, il a eu deux rôles. Il a deux rôles Attends, je recommence. Le comité scientifique, il a majoritairement deux rôles. Le premier rôle, c'est de nous aider à valider cette cartographie. C'est-à-dire en fait toutes les relations entre les nœuds, ce qu'on appelle les liens causaux, ils ont été validés par le comité scientifique. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, l'alimentation de ces liens causaux, elle est une fois de plus validée par le comité scientifique. C'est-à-dire que ils ont validé la cartographie. Et ensuite, quand nous on va faire des prompts pour alimenter avec les dernières informations cette cartographie, le comité scientifique revalide toutes les informations qui vont rentrer dans la plateforme. Alors, dans ma compréhension, il y a peut-être ce petit chaînon qui me manque aujourd'hui. C'est, vous dites, on réalise des prompts pour aller chercher des informations dans certaines sources, et vous citez notamment comme source, par exemple, le SNDS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces modèles d'IA générative vont aller chercher des informations dans le SNDS pour ensuite alimenter la cartographie? Non, pas tout à fait. L'IA générative va aller chercher... Alors, on cherche des informations dans des bases de données de vie réelle, donc le SNDS. On va aller chercher des informations dans les ressources biomédicales et dans la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas uniquement aller chercher les informations dans le SNDS. Je citais le SNDS parce que c'est le risque d'être pris en charge par une maladie qui est très pertinent. Mais en fait, on va compléter ces informations avec la recherche médicale et toutes les recherches scientifiques qui sont faites autour d'une pathologie. Donc c'est là où l'IA générative va nous aider. S'il s'agit uniquement de connecter le SNDS à Integratome, on n'a pas besoin d'IA générative. On va aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un maximum d'informations et aussi de croiser toutes ces informations. Ok, donc en fait, il y a plusieurs canaux qui viennent alimenter cette cartographie. Je me disais aussi, ce serait sympa de pouvoir prompter le SNDS. Non, mais c'est une source, et c'est vrai qu'en France, on a de la chance d'avoir une source qui est relativement fiable, donc c'est intéressant. Mais l'idée, c'est justement de compléter cette ressource avec toutes les autres publications. Je vous parlais de PubMed tout à l'heure. C'est ça. C'est comment est-ce qu'on va faire le tri dans ces 1,5 million de publications de PubMed, et d'intégrer ça en disant qu'est-ce qui est intéressant pour nous, et si on cherche le lien de causalité du cholestérol sur le telle cancérologie, est-ce qu'il y a eu récemment l'année dernière des publications de PubMed sur cette partie-là qui nous semblent pertinentes, qui peuvent aussi potentiellement modifier notre façon d'interpréter les choses. Alors attention, ça nous aide à faire une veille. Ce qu'il faut savoir, et vous l'avez compris, sur cette cartographie, les choses évoluent pas au jour le jour. C'est-à-dire que l'impact du cholestérol sur les accidents cardiovasculaires, il y a des études, il y a des choses qui changent, mais c'est pas quelque chose qui va être au quotidien, au jour le jour. Les études sont publiées régulièrement, et on alimente ça. Okay, donc vous avez différentes sources que vous allez chercher de différentes manières en fonction de leur nature. Vous avez aussi un questionnaire que vous avez conçu pour les utilisateurs, pour les patients, avec un questionnaire, si j'ai bien noté, de 15 minutes sur les antécédents, les modes de vie. Qu'est-ce que ces informations permettent d'apporter en plus ? Alors, le questionnaire est primordial parce qu'en fait, la plateforme, donc vous l'avez compris, on fait cette cartographie, et en fait, le questionnaire va permettre on revient sur la médecine de précision dont on parlait tout à l'heure. Le questionnaire, il va contextualiser cette cartographie en fonction du patient. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le patient va remplir la cartographie. Et pour ça, il nous faut un questionnaire. Donc, il nous faut des informations sur le patient. On va poser généralement des questions relativement simples, qui sont les antécédents médicaux, les modes de vie, etc., etc. Et cette cartographie, une fois alimentée, on va pouvoir la contextualiser. Donc, on va créer son jumeau numérique sur la base des informations du questionnaire. Et ensuite, on va pouvoir la contextualiser selon les profils types, selon l'âge et le sexe de l'année, et aussi selon les profils types, âge et sexe, à 5 ans. Donc, ce qui permet aussi de donner un petit peu un côté prédictif. Mais le questionnaire, c'est la base, c'est-à-dire que c'est le strict minimum pour alimenter la plateforme. Ensuite, dans un monde idéal, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui, on va alimenter avec la biologie et on va alimenter avec des métriques. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va mettre d'informations dans la plateforme, plus le jumeau numérique sera déflouté quelque part, et on pourra analyser les liens causaux
entre une pathologie et une autre. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, si une personne a un IMC élevé, ça va être intéressant d'avoir le taux de cholestérol pour voir s'il y a un impact sur les risques d'accident cardiovasculaire. Donc, plus on va alimenter la plateforme, mieux ce sera. Maintenant, le débat sur les questionnaires est intéressant parce qu'on discute souvent avec nos clients sur « Ah oui, mais j'ai mon questionnaire ». Quelque part, moi, ça m'amuse parce que on pose 90% des mêmes questions. Vous regardez le questionnaire d'une clinique A, d'une clinique B, etc. On va poser des questions sur les antécédents familiaux. Est-ce que la personne fume? Est-ce qu'elle boit de l'alcool? Est-ce qu'elle a des traitements médicaux? Enfin, on va revenir là. Et nous, moi, le débat, toujours, c'est ce que l'on dit. Il n'est pas sur les questionnaires, il est sur l'interprétation des résultats. Vous avez parlé de jumeaux numériques. Qu'est-ce qu'un jumeau numérique pour vous? De quoi il est constitué là dans le cadre d'Integratom? En fait, le jumeau numérique, c'est-à-dire que on va créer votre jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on va être capable de vous dire, donc selon cette cartographie que l'on a développée, voilà à quoi vous ressemblez aujourd'hui. Donc c'est un mapping, en fait, on va dire, voilà votre corps humain, voilà à quoi il ressemble, et voilà les interactions avec les pathologies selon les informations que vous intégrez dans la plateforme. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est on va comparer ce jumeau numérique avec ce qu'on appelle le jumeau numérique type. Et le jumeau numérique type, pour nous, il va être défini en fonction de l'âge et du sexe. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'un homme de 54 ans, il a X% d'avoir un risque de cancer de la prostate, X% d'avoir un risque d'accident cardiovasculaire, selon les sociétés savantes. Donc là, on revient on va aller chercher les informations. Et en fait, on va comparer avec ce profil type. Et ensuite, on va regarder les écarts et dire, quelles sont les recommandations, une fois de plus, des sociétés savantes. C'est-à-dire que si vous avez un IMC qui est très fort et du cholestérol, et vous avez un risque élevé d'accident cardiovasculaire, les sociétés savantes vont recommander d'aller faire des tests d'effort chez les cardiologues, un coronoscanner, etc., etc. On n'invente rien, c'est-à-dire on va mettre des connaissances à disposition, et ces recommandations d'action, elles vont être faites donc sur un profil immédiat, et ensuite on va aller plus loin, c'est-à-dire cet homme de 54 ans, on va regarder le profil de cet homme à 59 ans, c'est-à-dire on va faire un plus 5. Et l'idée du plus 5, c'est de dire qu'est-ce qui est actionnable pour ce profil sur une année à 5 ans. Non, sur un profil à 5 ans, pardon. Et donc, cet homme de 59 ans, donc je reviens sur l'exemple de l'homme de 54 ans, donc cet homme à 59 ans, typiquement, vous allez avoir votre cartographie aujourd'hui, en disant, vous avez un IMC qui est fort, un risque d'accident, je reviens sur les accidents cardiovasculaires, parce que c'est toujours un vrai sujet, vous avez un risque d'accident cardiovasculaire, mais vous avez été voir un cardiologue et vous avez fait tout ce qu'il faut, donc votre profil à risque aujourd'hui est plus faible. Par contre, vous êtes toujours avec un poids élevé et du cholestérol, votre risque à 5 ans reste élevé. Et c'est là où ça devient intéressant parce que je reviens sur la question de tout à l'heure sur la médecine de précision et de prévention. Et c'est là où on arrive à fournir des informations qui sont intéressantes pour faire de la prévention sur du moyen terme. Mon exemple tout à l'heure de dire si cette personne améliore son alimentation physique et perd du poids, le risque de cancer de la prostate va descendre à 8% sur 5 ans. Ok, donc c'est ça l'intérêt en fait de ce risque à 5 ans, c'est de dire finalement si vous agissez aujourd'hui, voilà où vous en serez en 5 ans. C'est un petit peu une façon aussi d'influencer le comportement, de motiver les gens à suivre ce chemin. Complètement. Et les médecins qui utilisent notre plateforme, on a visualisé dans un portail ces informations. Et les médecins nous disent, c'est à partir de ce moment-là où je tourne mon écran, je le montre au patient et je dis, regarde, si tu arrêtes de fumer. Et ce qui est intéressant, c'est, on parle du tabac, par exemple. C'est vraiment un des exemples. Mais il y a aussi toute la partie surpoids. Mais regarde, si tu arrêtes de fumer, le nombre de pathologies que ça peut impacter. Et on revient sur les réseaux causaux et la cartographie. C'est-à-dire que de dire, ça, c'est pas uniquement, ok, tu fais du sport et tu fumes, donc tu penses que t'as pas de problème de poumon, etc. Mais le fait d'arrêter de fumer, ça va impacter sur les accidents cardiovasculaires, l'ichthyose urinaire, etc., etc. Et ça, on va pouvoir le montrer aux patients, ce qui permet aussi de faire des axes de prévention ciblés. C'est-à-dire que derrière, on va pas faire des scanners thoraciques sur des personnes qui sont pas forcément dans des zones de risque sur cette partie-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette notion de 5 ans, c'est que c'est pas vous diminuez de 30% votre risque et puis ok, on diminue, mais c'est peu concret. Là, c'est en 5 ans, c'est finalement quelque chose d'assez proche, d'assez actionnable, d'assez immédiat. On voit ce que ça peut avoir comme impact et on se dit, c'est faisable.
C'est pour ça qu'on a pris 5 ans. On a un client qui nous a challengé en disant oui, 10 ans, est-ce que vous... Mais en fait, on peut tout avoir sur 10 ans parce que c'est de la modélisation quelque part. On pourrait faire 10 ans, on peut faire 3 ans, on peut faire... Mais effectivement, c'est le choix scientifique qu'a pris le professeur Cusno, c'est qu'à 5 ans, ce sont des risques qui sont actionnables. Et en plus, on peut mesurer l'impact. C'est-à-dire que derrière, on sait que l'homme, dans 5 ans, on connaît, donc selon son âge et son sexe, on connaît ses risques, mais aussi on sait son poids type, on connaît le nombre de calories qu'il consomme par jour, quelle est sa fréquence max à l'effort, etc., etc. Tout ça, ce sont des données qui sont disponibles. Ce sont des données de santé qui sont disponibles. Donc, on va pouvoir aussi fournir des informations en disant, si vous voulez améliorer votre poids, voilà le nombre de calories qu'il vous faut par jour, voilà les efforts qu'il faut faire, et dans une manière réaliste en fonction de votre profil. On revient sur la médecine de précision. À qui est destinée cette solution? Qui va l'utiliser? Alors, il y a plusieurs cas d'usage. Intégratome, donc sur le principe, nous, on est une plateforme algorithmique, d'accord? Donc, on reçoit des informations et on renvoie des informations. On parlait du questionnaire tout à l'heure. Ça peut être aussi tout à fait un échange de données structurées. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner avec des centres de télémédecine, on peut fonctionner avec des outils de gestion de patients. En fait, notre positionnement, c'est de dire on fait de la médecine augmentée. On fait pas de la médecine digitale, on fait de la médecine augmentée. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, dans un process, quelqu'un peut nous envoyer des informations, on va aller cartographier et on va renvoyer la cartographie avec les informations nécessaires. Donc ça, c'est des cas d'usage sur lesquels on travaille aujourd'hui, par exemple avec des anesthésistes. Et en fait, le sujet qui est amusant, on revient sur le questionnaire. C'est-à-dire aller voir dans tout l'environnement médical qui utilise des questionnaires et qui sait les interpréter. Et nous, c'est des questions que l'on pose souvent en disant mais combien de temps vous avez besoin pour lire interpréter une biologie, pour lire interpréter les antécédents familiaux, pour lire interpréter les métriques, pour lire interpréter les modes de vie du patient. Combinez ça en 2 minutes et vous préparez pour une consultation médicale, que ce soit une consultation pré-traitement hormonal cancer, pré-anesthésie ou dans le cadre d'un bilan de santé pour les centres de bilan qui font des bilans de santé. Donc aujourd'hui, on est utilisé dans des centres de bilan de santé parce que c'est quelque part le plus facile, parce qu'aujourd'hui, ils ont une réalité opérationnelle de productivité aussi, mais aussi une problématique de qualité, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre à disposition d'un médecin qui va faire des bilans toutes ces informations, parce que le principe, c'est de dire, on va mettre les informations médicales au médecin comme s'il avait accès aux compétences d'un urologue, d'un cardiologue, etc., etc. C'est-à-dire que ces informations, on va les mettre à disposition dans la plateforme. Ensuite, il va faire son choix et il va prendre le parcours qu'il souhaite avoir. Mais ces informations, elles seront disponibles. Donc, pour répondre plusieurs aspects, on a un portail aujourd'hui qui est utilisé dans le cadre des bilans de santé. Donc ça, c'est pour les centres de bilan ou toutes les organisations qui souhaitent faire des bilans de santé. Mais on a aussi créé ce qu'on appelle Intégratome Inside, en référence à Intel Inside, où on a la capacité d'être tout simplement un moteur pour faire de la médecine augmentée dans tout un tas d'outils, d'applications, de personnes, d'organisations qui disent à un moment, j'aimerais que Intégratome me fournisse l'intelligence dont j'ai besoin. Je veux juste souligner un petit point de compréhension, c'est que vous m'avez dit au début, on ne fait pas d'algorithme de prédiction, et pourtant on a quand même l'impression que c'est quelque part une sorte d'algorithme qui prédit des choses, même si c'est basé sur cette cartographie. C'est vers ça que vous tendez? Comment vous voyez les choses pour bien comprendre? Alors, non, nous, on est vraiment, et notre positionnement est très clair, on est un système d'information d'aide à la décision pour les médecins. C'est-à-dire que on va mettre à disposition ce jumeau numérique, donc déjà cette cartographie qui est très utile parce que sincèrement parcourir une analyse biologique, parcourir 5 pages de questionnaire, croiser tout ça, c'est complexe. Donc on va fournir déjà cette cartographie et ensuite on va la mettre dans le temps pour que le médecin puisse choisir son parcours de soins. C'est une trajectoire. On va lui dire, voilà la trajectoire. Et le médecin, il est complètement libre. On ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de... Voilà, vraiment, nous, c'est contextualiser des informations qui aujourd'hui sont disponibles au grand public quelque part. Parce que je répète, les informations que fournit Intégratome, le médecin, s'il prend le temps, chaque point, les risques dont je vous ai parlé tout à l'heure, il peut aller les chercher. Il n'y a pas de souci. Par contre, il peut aller les croiser aussi.
mais ça va lui prendre du temps. C'est un vrai choix stratégique à une période où toutes les startups se font la course pour être sur le marché de l'IA, proposer les algorithmes, prédire le plus de choses possible. Vous dites, nous, on n'a pas spécialement envie d'aller là-dessus. Nous, on se limite à cette chose que l'on fait très bien et qui est un service utile pour le médecin. Quelle a été la vision stratégique derrière ça ? C'est une vision médicale, en fait. La vision stratégique, c'est d'être un outil pour les médecins, pour les professionnels de santé, qui ne va pas se substituer aux professionnels de santé, mais qui va les aider. Donc, c'est vraiment le choix stratégique très simple. Intégratome n'a pas de portail patient. N'a pas d'application patient. On ne s'adresse pas aujourd'hui au grand public et aux patients. Donc très clair, notre choix stratégique est un choix scientifique et médical. Professeur Cusneau est cofondateur d'Intégratome, et donc on a beaucoup eu de discussions autour de ça. Mais très clairement, c'est d'aider, de faire, j'insiste beaucoup, de la médecine augmentée et pas de la médecine digitale. Et peut-être, habituellement, on commence les interviews par demander l'histoire de la start-up. Là, on va plutôt finir cette interview par l'histoire de la start-up, parce que je trouvais que c'était intéressant de comprendre comment avant de parler de ça. Néanmoins, puisqu'on parle de choix stratégiques, ce choix stratégique découle de votre histoire, de comment ça a été fondé. Est-ce qu'on peut juste revenir quelques instants là-dessus ? Intégratome a été créé il y a quelques années déjà, donc un peu en dormant dans les dossiers du professeur Cusneau. Et en fait, on s'est croisés il y a un peu plus d'1 an. Et l'idée, c'était de dire en fait cette grosse machine algorithmique, parfois je parle de centrale nucléaire, alors c'est pas très, mais cette grosse machine algorithmique, on pourrait la mettre à disposition des médecins. Et donc en décembre 2000, on va fêter nos 1 an là. Donc en décembre 2024, on a recréé Intégratome et j'ai mis autour de la table ce que j'appelle une dream team. Donc on est 6 associés, on a 3 médecins dans l'équipe, un directeur technique, une responsable produit et marketing, et on s'est tous retroussé les manches, et en 6-8 mois, on a modélisé la plateforme. Donc sur la base des travaux qui ont été faits, on a commencé la commercialisation cet été, et on est en déploiement là on est déployé on est utilisé même dans une clinique à Paris, le pôle de santé Bergère, mais on a d'autres cliniques qui sont en cours de déploiement en France, en Suisse, au Luxembourg. Là, on est concrètement en phase de déploiement. Donc la plateforme existe en français, en anglais, et d'ici quelques semaines en allemand. Et on a des échanges avec d'autres pays. Aujourd'hui, primairement dans le cadre des bilans de santé, et on commence à avoir des POC, donc des proof of concept, dans le cadre d'autres. On parlait des anesthésistes tout à l'heure. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés de dire, en fait, quelque part, on pourrait vous intégrer quelque part dans notre process. Et aujourd'hui, qui paye pour cette solution, et est-ce que c'est un dispositif médical ? Alors, qui paye ? Aujourd'hui, ce sont les centres de santé, les pôles de santé avec lesquels on travaille. Donc nous, c'est pour ça qu'on n'est pas, on ne sait pas faire aujourd'hui avec les médecins généralistes. Ça va évoluer. Mais si demain un médecin généraliste nous dit, moi, j'aimerais utiliser Intégratome, on ne sait pas faire. Par contre, on sait s'interfacer avec leurs outils de gestion de patients. Ça, c'est un sujet. On peut tout à fait ouvrir des débats par rapport à ça. Et par rapport au dispositif médical, donc on n'est pas un dispositif médical parce que on ne fait pas de diagnostic. On est un système d'informations qui sont basées sur des informations publiques. Cela étant dit, la machine a un telle puissance, et on est en train de réfléchir sur beaucoup d'autres cas d'usage. On réfléchit aussi pour passer en dispositif médical, pour aller encore plus loin dans la précision et l'aide au diagnostic. Potentiellement en 2026, c'est un sujet que l'on va aborder. Mais aujourd'hui, on s'est fait accompagner d'ailleurs. On n'est pas un dispositif médical parce que on ne fait pas de diagnostic, on ne fournit pas, on ne modifie rien sur le principe. On utilise des informations qui sont disponibles et on les contextualise et on les met à disposition des professionnels de santé. Et pour conclure, quels sont les 3 arguments qui font mouche et qui vous distinguent des autres ? Alors déjà, quels autres ? Parce que je vous avoue, c'est toujours intéressant. On n'a pas encore identifié de solutions similaires par rapport à ce que l'on fait sur le marché. Et ensuite, nous, les arguments, c'est premier point, c'est fait par des médecins pour des médecins. Donc on est vraiment j'insiste sur la partie médecine augmentée plutôt que de la médecine digitale. Le deuxième sujet, en fait, c'est l'efficacité opérationnelle et la qualité qui est fournie
par la plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous parlais du temps qu'utilise un médecin pour lire, interpréter une bio, etc. On leur fait économiser du temps. Et en plus de ça, on a une qualité médicale qui est intéressante. C'est-à-dire que vous arrivez à avoir une discussion avec votre patient sur de la prévention, sur un modèle à 5 ans, sur les zones de discussion, etc. Donc il y a vraiment un véritable côté contenu qui est important. Et le troisième sujet, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on peut s'intégrer dans beaucoup d'environnements. On a des API, on peut faire des échanges de données. Donc avec n'importe quel outil qui dit, écoutez, à un moment, on souhaite appuyer sur un bouton et recevoir une information d'Integratome, c'est quelque chose qu'on sait faire. Merci beaucoup, Guylain. Merci. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode de Tech Anatomie. À très bientôt.